bienvenue à cette troisième et dernière étape de la classique internationale de canot de la Mauricie. Je m'appelle Alexis Sanson, accompagné de Christophe Proulx pour lancer cette troisième et magnifique journée. Christophe, à date, on ne peut pas se plaindre de la météo et du temps qu'on a pour cette classique. On est extrêmement choyés, là. Les conditions sont vraiment favorables. Encore une fois, aujourd'hui, on va avoir une journée un petit peu plus chaude, mais c'est une journée qui est très courte, donc ça ne devrait pas vraiment avoir d'effet sur l'impact des performances de nos sportifs aujourd'hui. Et on voit derrière nous, justement, des R9, des Rabasca qui ont déjà fait leur entrée sur l'eau, qui sont en train de s'échauffer. Le départ qui sera donné de leur côté dans 10 minutes, bien précisément, sous un coup de canon, Christophe, ce matin. Exactement. On a des membres du détachement du régiment d'artillerie de campagne de Shawinigan, qui est une unité de réserve des Forces armées canadiennes, qui fait partie du 35e groupe brigade, qui sont avec nous, qui vont donner un départ de R9 et de C2 avec un coup de canon. Absolument, ça s'annonce spectaculaire. Les hymnes nationaux, quelques minutes avant 11 h, le départ qui sera donné par la suite. Midi pour ce qui est du départ des C2. Je vous propose de jeter un petit coup d'œil avant que l'on plonge dans les images qu'on a reçues d'hier. Je veux plonger un peu dans les temps et les résultats qu'on a d'hier parce que le top 3, il est très intéressant. Microbrasserie Broadway, As du piano en première position. Ça demeure l'équipe à battre et ils seront très difficiles à battre. Au total, au cumulatif, ils ont pris à peu près 4 minutes d'avance sur leur plus proche poursuivant, qui se trouve maintenant à être All Asphalt, qui, grâce à une superbe performance hier, a pris la deuxième position. Hockey Lemay en troisième place. Par la suite, c'est là que ça devient intéressant aussi de voir les jeux qui se sont faits hier. Si vous regardez les temps qui sont disponibles sur la page Facebook, la classique de canot, l'ordre, c'est celui de l'arrivée de la deuxième étape et non pas du cumulatif. Donc, hier, on se demandait où va se trouver, entre autres, Construction Éric Bonenfant, qui avait connu une très bonne deuxième étape. De leur côté, ils sont toujours en 9e place en raison de leur étape difficile à l'étape 1 entre La Tuque et Saint-Roch de Mekinac. Par contre, à 15 minutes de la 6e position de leur côté. Donc, on peut être en mesure d'aller gruger des secondes qui sont précieuses. Puis hier, à titre d'exemple, on a réussi à prendre 10 minutes d'avance sur le groupe Mako. C'est sûr que l'étape, elle est plus longue, la deuxième que la troisième, mais la troisième peut être imprévisible un peu aussi, là. Il y a quelques pièges dans la troisième étape, oui. Puis il y a quand même le portage de la Belgo, là, où est-ce que Espace Shawinigan, qui est un portage qui est extrêmement difficile, des conditions là, qui sont vraiment pas favorables à passer en marchant. Donc, avec un Rabasca dans les mains, on a souvent vu des accidents arriver. Donc, on perd l'embarcation. L'embarcation débarque du body, un peu comme il est arrivé au Drakkar. Oui. C'est rare que ça arrive à grand-mère. Souvent, c'est plus dans la côte où il y a beaucoup là, de gravier, des zones, des lisières. Puis, au bout de la côte, qui est très abrupte, il y a une clôture. Il y a déjà eu des années qu'on échappe complètement le body. Ouais. Les Rabascas rentrent dans la clôture. Donc, on peut perdre du temps, puisque là, après ça, il faut ramasser tout ce qui a tombé du bateau parce que ça fait des dommages. Là. Les rames, ils prennent le bord, les bouteilles, les flottes. Puis en général, on n'a pas de ravitaillement à cet endroit-là. On s'en va directement à la gabelle. Et la gabelle, là aussi, c'est un autre test qui est important où là, ça peut devenir plus difficile. Les rapides qui s'en suivent après, c'est deux étapes qui sont assez difficiles. Puisqu'on parle des rapides, justement, après la gabelle, Christophe, on va aller voir les rapides d'hier, celles des rapides des Hêtres. Justement, ça vous donne peut-être une idée pour ceux qui n'ont jamais vu les rapides qui suivent la gabelle. C'est des rapides qui sont complètement différentes. On s'entend, sauf que les remous que vous voyez là, ce sont les mêmes remous qu'on va retrouver après la gabelle. Et c'est là où c'est parfois complexe de se diriger à travers le courant et l'importance, puis là, vous voyez les images où ça brasse, de choisir le bon couloir. On en a parlé régulièrement hier, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui, je pense, choisir la bonne trajectoire de course. Exactement. Puis on a des super images, là, vraiment. Là, ça nous donne là, un peu l'eau à la bouche. Mais en tout cas, moi, ça me trotte dans la tête là, d'avoir manqué tous ces beaux images-là cette fin de semaine, là, moi étant habitué là, de pouvoir participer et descendre, là, de voir ces images-là, là, ça me rend un peu nostalgique. Alors qu'on a eu de très belles performances hier de la part des 9 équipes qui se sont inscrites en Rabasca. Jetez également un coup d'œil, alors qu'on voit actuellement l'équipe de hockey Lemay barrée par Philippe Lecourt, qui était très tôt sur l'eau derrière nous au cours de l'avant-midi là, déjà ce matin.
matin, on était prêt à aller ramer un peu, s'étirer, s'assurer d'être prêt pour le départ qui sera donné dans environ 5 minutes. J'allais dire, autre lutte qui sera à surveiller aussi de façon intéressante, c'est celle entre les Démons de Waterloo et Clinique Stratégie Santé. On a 2 minutes de différence entre les deux. Alors que si vous regardez aussi sur les images que vous voyez des rapides actuellement, tout le monde porte sa flotte, hein, Christophe? Exactement. Là, souvent, on va venir mettre la flotte à la deuxième journée puisqu'on a une section de rapide là, à traverser pour les R9. Aujourd'hui, en C2 également, on va voir là, les canotiers, là, beaucoup de canotiers mettre leur ceinture de sauvetage. On peut voir à notre droite ici, là, sur le boulevard, là, les Rabasca qui sont tous en ligne pour le départ. On est déjà prêt. Ça s'en vient déjà. Pendant qu'on a les belles images d'hier, eux, ils se préparent à descendre leur dernière journée. Ils ont hâte d'arriver à Trois-Rivières. L'arrivée à l'île Saint-Quentin, c'est toujours extrêmement plaisant de venir finir l'embouchure de la rivière parce que tu conclus la course, mais tu conclus la rivière. Il y a comme une espèce de sentiment puis de feeling de hey, je l'ai comme quasiment je l'ai fait là. J'ai fait 200 km sur la rivière là puis là même si je veux continuer on peut plus là. Il n'y a plus de rivière. Mais ça c'est spectaculaire aussi, Christophe, puis on semble l'oublier avec les années, avec la classique de canot. On fait 200 km de canot là. 200 km en 3 jours. C'est assez spectaculaire là. Oui, c'est pas rien. Là, souvent, je parlais avec des amis hier après le boulevard, puis l'arrivée au boulevard. Puis certains me disaient hey, ça a été long avant l'arrivée des bateaux. Les bateaux passent le dernier canot. Puis je suis comme, si t'es arrivé avant le premier Rabasca, puis t'es parti au dernier C2, c'est quand même rien comparé à ce que les athlètes viennent juste de passer au travers. Fait que c'est vraiment... Puis à ce moment-là, ils ont eu une appréciation pour la qualité des athlètes puis leur ténacité. Absolument. Bien, je comprends. D'être en mesure de durer comme ça et d'offrir une performance qui est soutenue. Et hier, je pensais à Ève Chamberlain, entre autres, qui est venue nous voir. Elle a fini sa course. Elle vient de faire 70 km. Elle en a fait 80-90 la veille. Vient s'asseoir là, jase. Moi, je demeure toujours impressionné de voir que ces gens-là sont pas en train de dormir. Ils sont brûlés de leur journée. Il leur reste encore de l'énergie après tout ça. Là. Bien, il faut le rappeler que les canotiers en C2 et R9 font beaucoup d'heures. En général, dans leur préparation, vont faire plus d'heures que les heures de course. Et, ils vont essayer de se préparer plus que pas assez, comme on dit. Donc, 2 journées, un 6 heures, après ça, un 5 heures, ou comme hier, c'était un peu plus rapide. Fait que, ils sont habitués de faire ça. On le fait régulièrement là, pour garder notre corps prêt. Puis ça, on le fait depuis le début mai, début avril. Donc, les athlètes sont vraiment conditionnés. Donc, c'est pour ça qu'on les voit sortir du canot, puis sont encore... ils ont encore du jus, ils sont habitués. Le but ultime, c'est de se préparer pour le Michigan durant la saison. Si on passe au travers du Michigan, c'est sûr qu'on passe au travers de la classique. Ah oui. Parce que le Michigan fait partie de la triple couronne. On rappelle, là, on a Cooperstown à New York en fin mai, qui est la première course, à peu près 70 miles, donc 100-110 km. On a le Michigan, qui est une course de 200 km non-stop. On a la classique, 3 jours. Je jette un coup d'œil, Christophe, pardonne-moi régulièrement, à l'heure parce qu'il est 10h57 et normalement, dans les prochains instants, on aura le départ des hymnes nationaux qui vont se conclure avec le coup de canon et le départ par la suite qui sera donné par Caroline Desrochers, la députée fédérale de Trois-Rivières, qui va donner le départ ici sur le boulevard du Capitaine Joe Veilleux en direct de Shawinigan Sud pour le départ de cette 3e et dernière étape de la 92e édition de la Classique internationale de canot de la Mauricie. Avant qu'on se plonge dans les hymnes nationaux, Christophe, amène-nous en quelques secondes un peu dans la tête de ceux qui se trouvent sur la ligne de départ, la tranquillité justement du plan d'eau, l'espèce de silence à part nous autres qui venons le briser en jasant ça sur le boulevard ce matin. Comment ils se sentent ces canotiers-là? Là? Premièrement, extrêmement fatigués, des douleurs. Ils n'ont pas vraiment le goût d'être assis. Ils pensent déjà au portage, à sortir. Je suis pas mal certain. Mais cependant, la majorité reste calme. Puis en Rabasca, surtout, c'est qu'on est une grosse équipe. Donc, tout le monde doit avoir le plan de course en tête. Donc, on se rappelle c'est quoi notre rôle. À quel moment qu'on sort, on focus sur donner notre énergie jusqu'à temps qu'on ait un changement ou de bien gérer notre énergie si on a d'avoir besoin de faire une double section. Pas de se surdonner dans la première section, manquer d'énergie, devenir une espèce de boulet pour l'équipe. Donc, c'est vraiment, tout le monde a un plan à respecter pour que le plan uniforme du bateau puisse
prendre forme. Pour certaines équipes, dernier petit conseil qu'on va donner à tout le monde. Pour d'autres, majoritairement, j'ai l'impression, silence et on se concentre avant que tout ça prenne le départ. Alors que nous serons prêts pour les hymnes nationaux, pour le départ de cette troisième et dernière étape de la Classique internationale de canot. On y va pour les hymnes nationaux. Mesdames, messieurs, on est prêts pour le départ de cette troisième et dernière étape de la Classique. Et voilà, c'est parti! C'est un départ! La troisième étape Hydro-Québec de la Classique internationale de canot de la Mauricie et l'importance de bien se positionner sur un départ. J'ai déjà hâte de voir, Christophe, comment tout ça va se dessiner. Difficile à dire pour l'instant avec ce que l'on a comme image. Clairement, All Asphalt semble avoir connu un excellent départ pour l'instant. Hockey Lemay qui est pris à côté Regardez dans la vague. La cadence d'eau l'asphalte. On a le coup en avant. Regardez comment que le canot est balancé. Eux qui ont reçu leur canot, il y a vraiment pas longtemps. Et regarde Hockey Lemay pris dans la vague en arrière. Ah oui, exactement. Ça, c'est pas évident, ça. Non, on a Waterloo qui a décidé de ne pas laisser la ligne, de ne pas concéder la ligne, ce qui a forcé peut-être un petit contact. All Asphalt, grosse cadence. Eux qui ont beaucoup d'athlètes de canoë-kayak de sprint qui sont dans leur élément en ce moment. On est dans le parcours de canoë-kayak de vitesse. Et on voit All Asphalt qui vient tirer le nez devant pour passer devant la bouée rouge directement devant le quai ici. Je reconnaissais, entre autres, dans l'embarcation All Asphalt, Ben, Olivier Courchaine, avec qui j'ai eu la chance de faire du kayak, qui, lui, s'il y a bien une spécialité, c'était de tout donner sur 200 mètres, donner un bon départ. C'est exactement ce qu'on fait. 200 mètres, vraiment. Là. Hey, mais regardez ça, comment c'est vraiment collé. Là. On voit la profondeur là, des équipes avec les années, comment que ça s'en vient, que tout le monde évolue. Hey, ça va vite, là, tout le monde est là. Chapeau aussi, Christophe, à Hockey Lemay, qui s'est retrouvé dans le pétrin, mais rapidement, on était en mesure de bien se positionner parce qu'on aurait pu se retrouver dans le trouble, puis pas à peu près. Exactement. Tellement d'expérience dans ce bateau-là. C'est ça qui fait qu'on panique pas dans ces moments-là, puis on fait juste attendre la bonne vague, puis on essaie de revenir avec... Anyway, le momentum, ils l'ont. Ils sont à côté d'eux, puis ceux qui sont pas en position de danger, quand même qu'aujourd'hui, ils perdraient... Ils ont quand même d'avance, de 4 minutes d'avance. Microbrasserie Broadway, As du piano, a 4 minutes 40 d'avance sur l'asphalte. Ils sont en belle position en ce moment. Ils n'ont pas de problème. All Asphalt, eux, ils s'en vont à la maison. Majoritairement du monde qui s'entraîne à Trois-Rivières. Oui. Une équipe de Trois-Rivières qu'on peut dire. Absolument. Donc, on va attendre une grosse étape 2. Leur objectif de leur côté, ce sera de s'assurer de conserver une distance qui est intéressante avec Hockey Lemay. Ils ont environ, pour l'instant, 3 minutes 15 d'avance sur Hockey Lemay pour l'instant. On va voir à la bouée là, sur l'écran, Hockey Lemay qui viennent de tourner. Donc, on est pas mal tous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ensemble. C'est très cool. On va voir, regardez ça, les images. Ceux qui sont sur le boulevard, là, regardez ça, le nombre de canotiers qu'on a là, à côté de l'autre. On a 9 embarcations, Christophe, au total. Et dans chacune de ces 9 embarcations, on a 15 rameurs. Donc, comptez ça, on est à près de 100 rameurs, 90. 15, c'est le nombre de canotiers total de l'équipe. On a 9 personnes dans l'embarcation, puis on en a d'autres spares. Ben oui, tu as raison. Les R9...
comme si on avait choisi le nom au hasard. Exactement. Des fois, c'est un drôle d'adore, comme le C2. Bulle au cerveau. Comme le C2. Tu fais bien de me ramener. Parce qu'effectivement, chaque Rabasca a 15 rameurs au total dans son équipe, mais on en a 9 qui prennent place dans cette embarcation. Pour vous donner une idée, parce qu'il y en a qui vont certainement se demander, ils s'en vont où? Parce qu'on a beaucoup parlé de Trois-Rivières, mais les R9 ne prennent pas tout de suite la direction de Trois-Rivières. On va les revoir encore 2 fois devant nous. Les R9 vont aller tourner la bouée que vous avez vue à l'extrémité du parcours. On traverse de l'autre côté. On s'en va dans la baie de l'île Melville ou l'île Banane. On revient ici à l'extrémité du parcours une première fois. On retourne de l'autre côté et on revient une deuxième fois. Et après ça, on va continuer direction portage de la Belgo. Donc, à partir du départ, le premier tour, on a appelé ça la boucle A. Donc, ils font la boucle A 2 fois, puis après ça, on s'en va vers le portage. Exact. Parfait. Exact. Donc, on va les revoir, venir faire une boucle encore 2 fois ici. Donc, ne quittez pas après le premier tour de bouée. Ils reviendront. Et par la suite, on aura également le départ qui sera donné sur le coup de midi pour ce qui est des C2 de leur côté. Et l'arrivée du côté de l'île Saint-Quentin pour les premières équipes devrait se faire autour de 13h45 environ. Mais on a vu hier à quel point ça a été rapide, que les temps se sont bien faits. Donc, j'ai l'impression qu'on peut peut-être arriver quelques minutes d'avance du côté de l'île Saint-Quentin pour être sûr de ne rien manquer aujourd'hui. Possiblement, ça va dépendre des conditions de vent, là, surtout après le rapide des forges. Ça peut créer des ralentissements, mais d'ici à la Gabelle, ça devrait être fantastique pour s'il y en a des Rabasca du moins. Ces deux, d'après moi, ils vont être aussi corrects aujourd'hui. Mais des fois, quand on arrive près du fleuve, c'est peut-être plus venteux par moment. Aussi, il y a les embarcations. Maintenant, il est rendu avec une nouvelle zone sans vagues à Trois-Rivières, qui a été un projet qui a été mené de main de fer là, par M. Richard Daubard Senior, là, qui est conseiller municipal à Trois-Rivières, qui était un fervent, là, un des principaux acteurs dans cette zone sans vagues là, pour protéger là, toutes les petites embarcations et les berges. Oui, et qui est impliqué dans la classique de canot. Tant qu'à parler des représentants politiques, je salue Luc Tremblay, conseiller municipal du côté de Trois-Rivières, qui a accompagné l'équipe de la classique tout au long du week-end. Vous croiserez probablement aussi aujourd'hui, ici sur le boulevard du capitaine Joe Veilleux, tous les candidats à la mairie de Shawinigan que j'ai vus à gauche et à droite tantôt. Luc Trudel qui est là, Yves Lévesque. Luc Trudel, ancien député de Saint-Maurice également. Yves Lévesque, candidat à la mairie, ancien maire de Trois-Rivières. Jacinthe Campagna, conseillère municipale qui représente le maire Angers également aujourd'hui, qui est là à titre de candidate à la mairie également aujourd'hui. C'est des endroits qui sont courus pour les politiciens. Vous verrez aussi cet après-midi à l'île Saint-Quentin, François-Philippe Champagne qui y sera. On a vu tout au long de la fin de semaine Jean Chrétien, avec qui on a eu beaucoup de plaisir à jaser également hier, par ailleurs, qui nous rappelait ses souvenirs de la classique de canot. Il arrivait avec ses photos d'époque de la classique. On est très content de l'avoir comme président d'honneur. C'est le 92e été de Jean Chrétien, 92e anniversaire et 92e classique de canot de la Mauricie également. Pendant qu'on est en mesure de revoir les images de ce départ ici pour la 3e étape Hydro-Québec. Regardez le plan d'eau. Moi, je trouve ça extraordinaire. On l'a répété depuis le début du week-end. Avec le coup de canon pour le départ. C'est spectaculaire. Ça fait très, très officiel. Oui, et on a vu le suspense. Hein? Les hymnes nationaux sont terminés quelques secondes avant le coup de canon. C'était le fun de voir ça. Exactement. Un beau coup de canon, un beau départ avec une belle vue comme ça du bassin. Un bassin naturel à Shawinigan comme ça. Là, il n'y en a pas beaucoup là, dans le monde. Là, regardez les conditions. Là, ça, c'est... Souvent, on va retrouver ça dans des bassins fermés ou des bassins artificiels, par exemple à Montréal ou quoi que ce soit. La quiétude du plan d'eau. Fantastique. Alors qu'on voit justement les équipes et ceux qui sont en mesure de regarder, de se concentrer sur la droite de l'écran. 1, 2, 3, 4e bateau. Vous le voyez, là, le départ de Haut l'Asphalte qui est venu littéralement passer directement devant Hockey Lemay. Quelle accélération. C'est impressionnant. Question de leur mettre un peu de la broue dans le toupette, s'assurer de garder une position intéressante. Je veux rappeler là, qu'ils sont en avant d'eux au classement en ce moment. On vous le montre tout de suite. On est déjà en avant de vous puis on va rester là aujourd'hui. Exact. Regardez, on voit Rabasca de Las du Piano là, qui vient bien s'installer sur la vague de côté. Tout juste à gauche. C'est probablement Jérémy ou en tout cas quelqu'un qui barre en ce moment, c'est probablement quelqu'un de ces deux. Donc, très à l'aise de faire des genres
de manœuvres comme celle-ci. Ils sont confiants, puis ils savent que ça va valoir le coup peut-être de forcer un peu plus pour aller s'installer, mais ils sont confiants de pouvoir en tirer là, fort. Puis là, regardez, on voit là, c'est côte à côte. Là. Et encore une fois, un détail, direz-vous, mais regardez en haut à gauche. Vous la voyez, la bouée. L'objectif de tous les R9, c'est de s'assurer d'avoir la meilleure trajectoire, encore une fois, pour arriver à la bouée. Parce que tu ne dois pas perdre de temps, tu ne dois pas faire trop de zigzags pour y arriver. Tu es sur le départ, donc très important de bien te positionner, mais de bien te positionner aussi pour prendre le virage de bouée. Parce que là, les équipes qui sont complètement à gauche, puis vous le voyez, le barreur travailler, tu ne veux pas te retrouver dans cette trajectoire-là parce que tu as un virage qui est beaucoup trop serré en épingle. En ce moment, ils écopent beaucoup de la vague. Ils ont le choix entre rester sur la vague, profiter de l'aspiration, se mettre dans une angle très, très difficile pour arriver à la bouée, parce que là, il va falloir qu'on augmente les degrés à tourner. Plus qu'on est à la gauche de la bouée, on doit faire une espèce de complètement un grand rond autour de la bouée. Puis la même chose pour les équipes de tête. Des fois, on se dit, OK, on part, on ligne droite, on essaie d'arriver vite à la bouée, mais on arrive dans une mauvaise angle, ce qui cause là, un ralentissement à la bouée. Mais regardez comment c'est bien géré par l'as du piano. Ils ont vraiment enfilé ça, puis avec leur vague, ils sont venus créer un effet, puis ils ont repris le momentum, ils ont poussé au l'asphalte de côté, puis ils imposent le respect avec leur cadence. Le mouvement de pagaie aussi très important, d'aller non seulement pousser de l'eau, mais d'aller en tirer pour être en mesure de faire tourner l'embarcation le plus rapidement et le plus aisément possible, parce que c'est pas évident à tourner une embarcation comme celle-là. Puis je vous invite à porter attention aux bouées qui vont être virées le long du barrage. Là, pour ceux qui sont avec nous sur le boulevard du Capitaine Joe Veilleux à proximité des pelles, vous allez très, très bien le voir lors de la deuxième bouée qui va être virée. La technique utilisée par les rameurs à gauche et les rameurs à droite, qui n'est pas la même, mais pas du tout, pour être en mesure de faire pivoter le canot le plus aisément possible. Pas perdre de mouvement de glisse non plus, parce que si tu es quasiment arrêté et repartir par la suite, très difficile de faire redécoller une embarcation aussi lourde qu'un R9. Exactement. Puis on a des images fantastiques là, qui sont prises par VMS Productions, puis pour la web diffusion. Là, puis on remercie Citadel là, pour cette web diffusion. Citadel, qui d'ailleurs est un partenaire de très longue date de la Classique internationale de canot, fondée en 1979. Citadel est un des principaux clients. C'était déjà les fabricants de canots de la région de Shawinigan qui ont été au cœur des débuts de la Classique internationale de canots de la Mauricie. Canot Casey, qui est spécialisé dans la construction de canots, de chaloupes, accessoires. Aviron, déjà, qui était dans les premiers partenaires de Citadel. Et rapidement, le village de Saint-Jean-des-Piles, entre autres, qui a été assez dynamique pour qu'on le voit surnommé le village du canot, avec les usines de fibres de verre, entre autres, qui faisaient en sorte qu'on a développé cette réputation-là ici chez nous. Donc, un grand merci à Citadel, qui est partenaire exclusif de la web diffusion de la Classique internationale de canot de la Mauricie. Est-ce qu'on est toujours là? Oui, là, je m'entends à nouveau. Je suis disparu dans mes oreilles pendant quelques instants. Vous voyez aussi le classement des autres canots embarcations vertes qui vient clore le peloton sur les images que vous aviez exactement. Canotage Beauce qui, au cumulatif, se trouve maintenant en 8e position. Canotage Beauce, Éric Bonenfant qui ferme la marche en 9e place. Mais eux, sera intéressant de voir à l'issue de cette 3e étape où se retrouveront-ils. Parce qu'ils sont à seulement 4 minutes du club de canotage de Beauce. Donc, on est capable d'aller rechercher ça là, comme écart. On va aller rechercher ça aujourd'hui. Je suis confiant de Éric Bonenfant. Regardez les temps des premières journées. On a toujours battu le canotage de Beauce par beaucoup aux étapes, ce qui cause... le fait que Canotage Beauce est devant, c'est la punition, la pénalité qui a été donnée à cause du manque, du non-respect du nombre de pagayeuses dans l'embarcation. Donc, on doit toujours avoir 4 femmes dans l'embarcation. OK. Puis, on a fait une section avec seulement 3 femmes. C'est vraiment une erreur de changement. Dans l'action, on perd fil un peu de qui est là, qui n'est pas là, puis on est pressé. Puis, c'est pas une équipe pure de Rabasca. C'est une équipe qui a été formée par Steve Bordelot à la fin juillet. C'est un gros travail de collaboration pour que cette équipe-là voit le jour. Donc, on a eu un prêt de canot. Vraiment, c'est venu. Puis les derniers rameurs se sont joints à l'équipe là, une semaine. OK. Donc, on les voit, ils ont plus de difficultés sur les changements, mais c'est normal. La plupart, c'est des canotiers C2. Il y en a qui ont coursé R9, mais il y a beaucoup, beaucoup d'années. Donc, c'est probablement ça qui a causé le non-respect de la règle. Je comprends. Lutte intéressante, donc, à surveiller entre la 8e et la 9e position.
Autre lutte intéressante, c'est celle pour la 4e place. Donc, 4e place qui appartient actuellement au démon de Waterloo avec un temps de 9h46 minutes. Et quand on regarde en 5e position, c'est Clinique Stratégie Santé avec un temps de 9h48 minutes. Donc, à 2 minutes d'intervalle, Clinique Stratégie Santé, si on termine bien, on sera en mesure de pouvoir se positionner de façon intéressante, ce qui leur a fait mal. À Clinique Stratégie Santé, c'est la 7e position d'hier, alors qu'ils avaient terminé en 4e place lors de la première étape. Donc, ils sont en mesure d'aller la rechercher, cette étape-là. Groupe Mako aussi qui sera surveillé parce qu'ils avaient connu une bonne première étape, oui, pardon. Mais la deuxième, elle a été difficile. Ils ont terminé en 9e position. Groupe Mako, équipe d'expérience qui sont là. Moi, je suis convaincu qu'on va vouloir très bien faire lors de la 3e. Exactement. Tu sais, des fois, quand je regarde les résultats, puis en connaissant les équipes, parce que c'est des équipes de Shawinigan, puis qu'on voit sur le circuit provincial, etc., on peut voir qu'il y a peut-être des équipes qui ont un petit peu moins d'entraînement cette année, ou des noyaux un peu plus jeunes comme Mako, qui peut-être qu'on est allé assez fort en première journée, puis que là, on a peut-être écopé de ça jour 2, on a eu de la misère à récupérer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps de récupération entre la première et la deuxième. On finit relativement tard la première journée. Le départ de la deuxième journée, avec la plupart des gens restent à Shawinigan, donc on a quasiment 1 heure de route à faire. Ça fait qu'on doit se lever de bonne heure le dimanche matin. Donc, la période de récupération est coupée par tout ça. Oui, effectivement. Puis, Groupe Mako, j'ai eu la chance de ramer avec eux lors du défi entreprise du Festival de la Rivière. Puis, il y a certains rameurs qui sont là, qui sont d'expérience, qui y sont depuis de nombreuses années aussi. Donc, ils avaient connu des bonnes courses. Ils n'étaient pas au cumulatif du Festival de la Rivière, eux qui n'avaient pas pris part à toutes les étapes. Mais, entre autres, les démons de Waterloo qui avaient très bien fait au Festival de la Rivière. Je me souviens qui encore une fois 4e. Ça va très bien de leur côté. Ouais, Démons de Waterloo qui ont gagné la course de la Cabosse cette année. Là, oui, vraiment, sur un lac, là, vraiment pas de courant, pas rien. On voit qu'ils sont habitués de s'entraîner. C'est dans ces conditions-là qu'ils s'entraînent. Puis on a vu, ils s'étaient présentés puis ils avaient vraiment dominé le circuit cette journée-là. Même qu'ils étaient dans leur nouvelle embarcation qui n'était pas lettrée. Puis moi, je coursais en C2. Puis on était un petit peloton. Puis on était, c'est qui ce bateau-là? On se demandait c'était qui. Puis là, ils sont passés. Puis après ça, on a vu Hockey Lemay, on a vu Laos. Puis on n'avait aucune idée vraiment c'était qui cette embarcation-là. Après la course, on se fait dire que c'était Waterloo. Wow, OK, ils ont vraiment, là, parce qu'il y avait on était complètement là, abasourdis. C'était qui cette équipe-là qui avait droppé tous les gros noms? Là. C'était vraiment cool. Et tu parles des embarcations. Puis je ne sais pas si on a encore des images qui traînent de grandes piles hier dans les archives qu'on pourrait être en mesure de repasser parce que je veux t'amener sur la confection des bateaux, des R9, qui s'est beaucoup améliorée au fil des années. Moi, je me souviens les premières embarcations de Rabasco où on était plus que 9. Là, à l'époque, on était 11. Ouais. Puis vous remarquerez dans certains canaux, on laisse un banc de libre là, dans certains Rabasca parce qu'on était 11 auparavant, on est désormais 9. Donc, certains vont laisser une ligne complètement disponible pour cette raison-là. Mais ils sont beaucoup plus aérodynamiques qu'ils l'ont déjà été, ces embarcations-là, Christophe. Oui, bien, à la base, ces embarcations-là, c'est un peu un bateau style voyageur qui était utilisé dans le temps. Ouais. Puis, la raison, souvent, il y avait 5 rangées de bancs. Souvent, c'est quand le banc du centre qui n'était pas vraiment utilisé pour des gens, c'était plus utilisé pour du matériel ou transporter du stock. Donc, on avait quand même, à l'origine, ce bateau-là est fait pas mal pour être 9 rameurs, 7 rameurs. C'est pas mal ça qui était conçu. Puis quand on les a coursés pendant des années à 11, tous ceux qui ont coursé dans des canots à 11, la ligne d'eau, il y avait à peu près 2-3 pouces de l'embarcation seulement qui sortait de l'eau. Trop pesant. Trop pesant. Il y avait beaucoup de restrictions au niveau là, de la masse qu'on avait à bouger dans l'eau. Les nouvelles embarcations, on les voit, ils lèvent, ils sortent de l'eau, sont en carbone. On a enlevé les grosses pinces qui montaient. À l'avant et à l'arrière, là. C'est le chasse-galerie, là. Les cornes, là, on a enlevé ça pour des raisons esthétique aussi, là, ça ressemble un peu plus à un C2, mais plus facile à transporter dans les portages. On peut venir vraiment prendre l'embarcation sans avoir à se rentrer le bras dans la corne à l'avant, exemple. C'est le fun, le bateau de viking, là, mais moins pratique un peu. C'est ça, tu sais. Mais exactement, mais ça, c'est très efficace dans les vagues, par contre. Là, quand on descendait des gros rapides, etc., à l'époque, il y avait une justification pour ça. Mais là, avec des embarcations comme ça, oui, on traverse des rapides, mais c'est rien de...
c'est rien de trop extrême comme rapide. Là, je pense même pas qu'ils ont des classifications. Là. Non, probablement pas. Probablement pas. Vous voyez sur les images qui vous proviennent en direct du stationnement ici du boulevard du Capitaine Joe Veilleux, les équipes de C2 qui commencent à s'installer. Vous voyez aussi les équipements qui sont là, les pagaies. Quatre supports pour des pagaies. On va en prendre 2, mais on va s'assurer d'avoir au moins des rames de spare en bon français au cas où il arrive un bris. Vous voyez la bouteille qui est là avec le tube. Toujours de façon très, très artisanale. Un bon litre ou un 2 litres d'eau avec le tube qui en sort. On en confectionne toujours quelques-unes. Puis la raison pour laquelle c'est un peu artisanal, c'est que vous allez avoir par équipe probablement 7-8 bouteilles comme ça et on va en changer. On enlève le Gatorade, on met de l'eau au changement. Exactement. Puis il y a un mois, on en avait 15-16 pour le Michelin. Puis un mois avant, on en avait 7-8. Fait que c'est un peu disposable, puis on veut pas trop réutiliser ça, ce garde de plastique-là non plus. C'est ça. On s'achète un bout de tuyau, on met ça dans une bouteille et on est parti. Alors qu'on a ici sur la pointe de l'île Melville les premiers R9 qui font leur arrivée. Hâte de voir justement l'écart qui se sera creusé ou pas entre l'As du Piano et Haut l'Asphalte. On m'indique que lorsqu'on a passé le pont de l'île Banane, l'As du Piano Microbrasserie Broadway avait 10 secondes d'avance sur Trois-Rivières et donc Haut l'Asphalte. Okay. Mais là, l'écart de 10 secondes semble s'être amoindri. Ben, écoute, peut-être qu'à creuser, ça dépend de l'angle. Je pense que l'angle, c'est ça, mais moi, je pense que si on regarde sur le moniteur, on a peut-être creusé d'un 5 secondes. Là. Je sais pas, c'est peut-être l'angle aussi du moniteur, mais si on a un set de bouées, quand ils vont passer devant nous, oui. On voit là, à partir là, de la fin du parcours, on a des bouées rouges, simplement rouges, en haut du... plus loin là, vers la bouée du centre, on a des bouées jaunes. La section rouge seulement, les bouées sont à 10 mètres d'espace et c'est une section de 200 mètres. Donc, on va être capable de vraiment pouvoir donner là, des temps estimatifs ou des distances entre puis là, moi, je vois que, d'après moi, on va avoir 2-3 sets de bouées. Là. Ah oui, t'as raison. Ça semble s'installer et se creuser. Donc, on aurait Christophe Lance du Piano Microbrasserie Broadway en première position avec une dizaine, quinzaine de secondes d'avance sur Haut l'Asphalte, qui est en deuxième place. Hockey Lemay qui se trouve à être en troisième position. Dans un groupe de chasse, là, vraiment 3 équipes. C'est des grosses équipes. Moi, je pense que si ça se sépare comme ça maintenant, là, par exemple, c'est parce qu'en avant, ils ont des intentions, puis ça va rester... Les 2 équipes à l'avant sont vraiment parties. Le groupe de chasse, il faudrait quasiment qu'ils s'organisent pour essayer de remonter ça parce que c'est déjà énorme sur du plat comme ça. Oui. Après le portage de Shawinigan, on tombe dans des sections qui ont beaucoup de courant quand même. Entre Shawinigan puis la Gabelle, il y a quand même beaucoup de courant. Donc, les embarcations vont presque toutes à la même vitesse. Donc, c'est difficile de venir donner plus d'efforts puis que ça l'équivaut là, à la distance qu'on prend ici. Là. Prendre du temps sur un espace sans courant, ça fait vraiment mal. Et Haut l'Asphalte a environ 3 minutes 30 d'avance sur Hockey Lemay au cumulatif. Donc, Hockey Lemay ne peut pas se permettre de juste rester proche là, de Haut l'Asphalte. On regarde sur le moniteur, je ne sais pas si on est capable de voir la cadence de Hockey Lemay, la cadence de Haut l'Asphalte puis la cadence de l'As du Piano. Ceux qui sont sur le boulevard, là, regardez à quel point que l'As du Piano, on a un grand coup vers l'avant. On va vraiment chercher l'eau à l'avant. On sort la rame rapidement avant de passer 90 degrés. Et regardez Haut l'Asphalte qui ont un coup plus rapide qui commence à peu près plus vers les pieds. On étire un peu moins, donc on y va plus en puissance. On voit vraiment qu'ils poussent l'eau dans le fond de la rivière. Puis quand on regarde l'As du Piano, ben on vient chercher l'eau à l'avant, puis on est plus en mode souplesse. On va chercher loin. La cadence est un peu plus... Elle semble moins élevée, oui, mais plus efficace. On va loin à l'avant, on garde le bateau, on garde la rame dans une angle positive, on reste léger, on étire grand, puis en arrière, on est plus en mode cadence élevée, beaucoup de puissance dans le fond. Alors qu'on voit justement vers l'arrière du peloton, j'attirais votre attention tantôt sur Groupe Mako et équipe canotage de Beauce. Donc, Groupe Mako qui va vouloir aller s'approcher du club de canotage de Beauce. On a une bonne section. Là. Et on est allé chercher, là, déjà, on a un 15-20 secondes, là, si c'est pas plus, là, pour Mako là, dans la poche sur le canotage de Beauce. Mako qui est avec le Drakkar de Beauce, le bateau bleu foncé, qui est le bateau blanc avec les chandails bleu poudre. C'est CSS. C'est Clinique Stratégie Santé. Oui, exactement. Donc, des couleurs différentes. Cette année, on est habitué de voir le devant et le derrière de l'embarcation bleue. Oui, c'est ça, hein? Aussi, ils ont une nouvelle embarcation. Là.
qui ont testé de mémoire au Festival de la Rivière pour s'assurer de prendre le pouls plus rapidement, ce qui fait en sorte que vous avez, pour l'instant, si on récapitule, l'as du piano microbrasserie Broadway qui vient de prendre le virage devant All Asphalt. Et là, dans le peloton qui se trouve entre les deux bouées, vous avez d'abord Hockey Lemay qui se trouve, ensuite Waterloo. Et les chandails jaune, vert fluo, ce serait Construction Éric Bonenfant qui se trouverait là, Christophe, si je ne m'abuse. Exactement. Grosse cadence, beaucoup de vitesse, l'as en ce moment. On a Jérémy qui est à l'arrière de l'embarcation. Qui a l'air d'avoir beaucoup de plaisir. C'est sûr, là, quand tu te sauves comme ça avec 3 solides victoires, puis que là, tu es en train de créer un gap à troisième. La troisième, c'est une étape qui est courte. On ne voit pas souvent des écarts. Là, ils sont en train d'en faire une solide. On voit où l'asphalte qui passe derrière nous ici en ce moment. Quand je vous parlais des bancs libres laissés disponibles, là, ben, c'est exactement ça. On voit qu'au milieu, il n'y a pas de rameurs. C'est pour cette raison-là. Exact. Les rameurs vont être un peu plus collés à l'avant. Il y a comme 4 rameurs à l'avant, 4 rameurs à l'arrière. Puis le poids est comme réparti un peu plus dans les pinces à l'avant, au lieu d'être réparti égal sur l'ensemble du bateau. On a Hockey Lemay ici qui passe devant nous. On regarde le style du bateau d'Hockey Lemay. On parlait des styles de bateau. Regardez comment c'est coupé derrière Phil Lecourt. Et c'est Clinique Stratégie Santé qui est là, Christophe. OK, fait que nos bleus là-bas, ça va C'était être... Waterloo, probablement. Ça va être Waterloo, probablement, les démons. Exactement. Clinique Stratégie Santé qui fait très bien, là. 4e position de leur côté. Ça va très bien. Clinique Stratégie Santé qui avait terminé 4e, à la première étape, 7e à la deuxième. Mais donc, 4e, ça avait été leur position de première étape. Puis je pense qu'on va vouloir concrétiser encore une fois cette position. Ça avait été leur position de première étape, ultimement, à la fin du cumulatif. Oui. Mais là, on est en avant d'équipe qui nous a battu la première journée en ce moment. Là, donc, super bonne journée pour eux. C'est très bon. Absolument. C'est pour Waterloo. Oui, c'est Waterloo ici, exactement. Donc, les deux équipes qui ferment la marche, c'est les démons de Waterloo et Canotage Beauce dans l'embarcation verte que vous voyez à l'arrière. Donc, les démons de Waterloo qui vont vouloir pousser, aller remonter certainement le peloton, aller rechercher probablement l'équipe de la Beauce aussi qui se trouve devant eux pour être en mesure d'aller s'attacher à un peloton avec qui ce sera probablement plus facile de faire le reste de ces 30 km environ pour la troisième et dernière étape. Alors, les R9 qui s'apprêtent à compléter la deuxième boucle ici devant nous dans le parcours du club de canotage de Shawinigan. Ils reviendront pour une troisième boucle avant de continuer par la suite vers le portage de la Belgo. On va les revoir encore une fois. Ne quittez pas, nous allons revoir les R9 et dans une trentaine de minutes environ, absolument, nous allons avoir le départ des C2. Donc ça, c'est le fun. Ça nous garde de l'action tout au long de l'avant-midi. Vraiment cool. Puis je pense qu'on va peut-être avoir des vidéos du drone du tour de bouée. J'aimerais vraiment ça parce qu'on a vraiment vu là, des lignes différentes là, entre la bouée qui est, qui est à la dame, au barrage hydroélectrique, puis la bouée qui est au quai à la descente à bateau. Puis on a une bouée qui est derrière nous, la bouée pour le ravitaillement provisoire, qui est là rouge. On a vu l'as du piano, puis All Asphalt qui ont passé de la bouée du barrage en ligne directement avec la bouée du quai, en passant plus haut par rapport à nous, passant plus en haut de la bouée ici au centre. Donc vraiment une ligne directe. Puis on a après ça vu toutes les autres équipes enfiler devant la bouée rouge. Donc, on a fait un peu la banane, puis on a vu les deux équipes de tête, qu'eux qui ont fait des lignes droites. Je me demande voir si c'était de quoi d'intentionnel de la part de Jérémy qui avait vraiment ça dans son calepin de notes. Les autres équipes qui étaient juste pas capables d'avoir eu ça comme stratégie. J'ai hâte de voir si c'est une stratégie qu'ils ont faite ou c'est vraiment juste le pur hasard. Parce que les lignes de course, surtout quand on a des bouées rapprochées comme ça, à les tourner, c'est important de ne pas faire trop de bananes. Tu ne peux pas te rallonger. Ben non. Puis c'est pas des endroits que tu peux dire on se rallonge un peu, le courant va venir compenser. Il n'y a pas de courant. Non. Donc, la ligne la plus courte va être la ligne la plus rapide habituellement. Les pelles qui sont assez tranquilles ce matin, ce qui fait en sorte qu'avant que les R9 ne viennent nous rajouter un peu de vague, c'était plutôt tranquille de ce côté-là. Lorsque les R9 retourneront du côté de l'île Banane, on sera en mesure de vous redonner d'autres résultats. Je salue l'ami Jimmy Pellerin qui, tantôt, nous a offert cette mise à jour. On va continuer de vous donner des détails
là-dessus. J'en profite aussi pour saluer les partenaires importants de cette 92e édition de la Classique de canot. J'ai salué tout à l'heure les gens de Citadelle. Je salue également la ville de Shawinigan, ville de Latuc, ministère du Tourisme du Québec, partenaire important, que vous allez voir à l'instant même également, les partenaires de la 92e édition de la Classique. En direct de la 92e édition de la Classique internationale de canot de la Mauricie, boulevard du Capitaine Joe Veilleux, Alexis Sanson, Christophe Proulx qui vous accompagne. Pendant qu'on voyait les partenaires importants de cette 92e édition de la Classique, on est en direct, évidemment, ici sur le boulevard du Capitaine Joe Veilleux, mais aussi sur la page Facebook de la Classique internationale de canot de la Mauricie. Je voyais, j'allais faire un tour tantôt sur le live, sur la page Facebook. Si vous avez des questions dans la section commentaires que vous voulez nous poser, là, gênez-vous pas. On a un peu de temps aussi avant que les R9 reviennent faire leur tour. Donc, j'en profite pour vous lancer l'invitation de poser vos questions, commentaires, toute autre chose que vous avez à nous jaser. Pendant que on les voit justement, les images, Christophe, un peu plus tôt, des R9, là, ça, c'est leur arrivée dans la baie ici du parcours. Super image de drone pour de vrai. Tout le monde, un à l'arrière de l'autre. On voit là la grosse cadence qu'on parlait tantôt quand je parlais de l'analyse des coups. C'est exactement ce moment-là où est-ce qu'on voit regarder la grande amplitude de mouvement de l'as du piano et regarder après ça au asphalte, quand on va tomber sur l'asphalte, la cadence et l'agressivité des coups. On va un petit peu moins loin vers l'avant et on pousse vers le fond de la rivière avec une cadence plus élevée. C'est vraiment cool de pouvoir voir ces genres de shots-là, comme ça. Là. Puis c'est ça que je parlais avec des athlètes, c'est qu'ils servent des vidéos de la web diffusion pour faire de l'analyse technique. Donc, c'est vraiment... Oui, les personnes qui ne sont pas là avec nous peuvent profiter de ça, mais les athlètes peuvent profiter de beaucoup d'heures de vidéos. C'est vraiment super. Absolument. Puis si vous êtes avec nous sur le boulevard du Capitaine, n'hésitez pas à aller voir, vous aussi directement sur la page Facebook. Vous allez les voir, les images qui sont là en même temps qu'on est en mesure de les observer. Je vois le nombre de téléspectateurs qui augmente de plus en plus. Ça fait que gênez-vous pas sortir le téléphone. Venez faire un tour en direct sur la page Facebook de la Classique, mais aussi sur la page Facebook de la Triple Couronne aussi, Christophe. Exactement. On a des membres de la Triple Couronne et de la course, des représentants de la course du Haut-Sable Michigan.
qu'on aimerait saluer. M. Justin Griffith, qui est sur le comité d'organisation de la Ausable River Canoe Marathon. On a de la triple couronne, des représentants là, qui sont venus pour supporter l'événement puis vraiment venir porter main forte. On a Mme Kate Reitz, M. Steve Sutter, Mme Amy Martella puis Mme Michelle Melkin. Eux, sur la page de la triple couronne, font des vidéos un peu à des endroits différents, des petits clips en anglais pour créer plus de contenu. On essaie d'en faire le plus possible, mais c'est certain qu'on doit le rouler le plus possible là, en français parce que c'est ce qui est le plus facile aussi pour nous. Oui. C'est plus facile. Je sais que les gens ici sur le boulevard du Capitaine vont préférer qu'on leur analyse et qu'on explique tout ça aussi. Exactement. En français, on en profitera pour faire une mise à jour en anglais un petit peu plus tard, mais je sens, Christophe, qu'on va se rapprocher des images, justement, de ce que tu voulais voir tantôt, là, de la fameuse bouée. Je salue Richard qui avait une question concernant les bourses. On y reviendra tantôt aussi, là, je vous le disais, mais profitez-en pour envoyer vos questions via le live classique. Quand on tourne les bouées, Alexis, voilà. On voit tout le temps qu'ils font une espèce d'accordéon. Le premier tourne, l'autre essaie d'aller à l'intérieur. À l'intérieur, dans le fond, c'est pour profiter de l'effet de la vague. Si on prend la bouée à l'extérieur du bateau qui est en première position, bien, leur vague va comme venir nous pousser vers l'extérieur de la direction qu'on essaie de tourner la bouée. Donc, stratégiquement, on voit ici le canot qui est en deuxième position quand il passe à la bouée. Là, on va venir ça. On a manqué. On a raté la bouée. Hey, on n'a pas vu ça en action. Donc... Non, absolument pas. C'est pour ça que Waterloo ont reculé. C'est bien eux autres, ça, c'est Waterloo, les démons? Exactement. Parce que ça allait bien là, pour eux. Hey, tu vois, c'est pour ça qu'on a des recaps de drones. Que c'est intéressant, ça. C'est intéressant. Cool. OK. On l'a complètement manqué, puis notre attention a été concernée on était sur le peloton à l'avant qui allait revirer l'autre bouée. Mais c'est pour ça que les démons de Waterloo, on s'est reviré, puis à un moment donné... C'est pour ça parce que quand on a regardé de l'autre bord, il y a eu un gros changement. Là. Oui. Tout avait reviré de bord tout d'un coup, parce que les démons de Waterloo, ils sont au total... Ils sont toujours quatrième, là, cumulatif. Oui. Donc, c'est une équipe qui performe bien. Un move important, là, c'est ça vient juste de créer de quoi, là? OK, fait que là, ça va être à surveiller énormément. C'est pas une mauvaise journée. C'est une petite gaffe à bouer, mais c'est ça qu'on... si jamais vous voulez si vous voulez reculer un peu le live, allez voir, quand je disais que la vague peut vous pousser vers l'intérieur ou l'extérieur, eux, ils se sont fait prendre au piège. Ils ont rentré trop en dedans, puis la vague les a nuits. Ils n'ont pas été capables de se ressortir de là. C'est ça. Ils ont profité de la vague, mais trop profité de la vague. Vous avez vu à l'avant le banc 1, donc ceux qui se trouvent dans les premiers bancs, se lever et donner une tape de pagaie. C'est souvent ce qu'on va voir. Essayez de la repasser par-dessus le canot. Là. Si on voit que nous, on n'est pas capable, avec l'embarcation, de passer dans la bouée, on va essayer de faire passer la bouée au bon endroit. Exactement. Mais là, dans ce cas-ci, c'était pas suffisamment... on était trop loin. On était trop loin pendant que là, on voit justement, encore une fois, l'équipage de Waterloo qui aura à ouvrir un peu là, la machine. Regardez comment on descend à droite au lieu de s'en aller en ligne droite. On vient faire la banane, comme on disait tantôt. Puis on n'a pas vu les équipes de tête, mais je serais presque certain là, que les équipes de tête, ils sont passés derrière la bouée. Donc vraiment, là, la ligne droite. J'espère que peut-être sur Strava ce soir, quelques-uns auront partagé leurs résultats et leurs cartes GPS. Regarde, alors qu'ici, on voit ça, les gilets jaune-vert, c'était Éric Bonenfant. On est allé très large, là. On a perdu un peu de temps ici. Eux, ils étaient installés ils se sont fait prendre un peu. Ou des fois, c'est volontaire. On dit on va la prendre plus large. Puis là, ils sont venus s'installer sur la vague de côté derrière. Oui. Donc, si on veut remonter une embarcation, on ne veut pas le faire directement derrière eux. Quand on voit le V, on veut aller s'installer sur les vagues du V et là, commencer le processus de remonter une vague à la fois. Puisque quand on est à l'arrière, la vague a fait une espèce de gros oscillement, puis est plus longue. Donc, elle va avoir plus de distance. Les vagues sur le côté, on les voit, sont relativement assez courtes. Donc, quand on veut remonter, on peut venir faire une vague à la fois. On voit des super images de drone. Là, vous allez tout comprendre. Ceux qui sont sur le boulevard, si vous voulez aller sur le live, vous allez comprendre exactement de ce qu'on parle. Vous allez voir ce qu'on voit. Bien, vous êtes de plus en plus nombreux à venir justement vous joindre à la web diffusion, mais c'est très intéressant les images donc qu'on a vues là qui nous permettent de comprendre exactement ce que tu expliquais à l'effet que oui, on a pris le virage plus large, oui, on a perdu du temps dans le virage, sauf que ça nous a permis d'aller bien se positionner par la suite sur la vague pour essayer de remonter. Pendant qu'on voit les
les équipes de C2 qui commencent à aller s'échauffer, justement, qui ont déjà leur flotte, Christophe. Est-ce que c'est pour certains s'assurer, justement, d'être prêts en vue des rapides, portages à la gabelle et on ne veut pas perdre de temps à ce moment-là pour la flotte? C'est ça. J'ai pas vu que je compétitionne pas cette année. J'ai pas lu exactement toutes les règles, mais souvent, dans la dernière année, le port de la flotte est obligatoire de la gabelle jusqu'à l'arrivée pour la section du rapide des forges. Donc, afin de maximiser là, le temps sur l'eau, puis de ne pas avoir besoin de lâcher la rame jamais, bien, on met la flotte au départ, puis on s'en va jusqu'à Trois-Rivières avec. Pas le temps de niaiser, là, rendu à la gabelle, dire je prends un petit 30 secondes, mettre ma flotte. Ça peut coûter tête classique, là. Fait que tout le monde part avec. C'est un détail qui est esthétique dans le sens où ça change pas grand-chose, mais quand tu fais des dizaines... Non, mais c'est ce que je veux dire, Christophe, c'est que si tu fais juste 2-3 coups de rame, tu vas... Ça pas tant. Mais c'est que sur une longue distance, ça finit par devenir un irritant. T'as pas l'amplitude de mouvement que tu veux. Physique et mentale. Ça te restreint un peu dans tes mouvements après certains nombres de temps. Là, on voit que ces images, là, les flottes passent vraiment sur le haut des trapèzes, le bas du cou. Donc oui, on a toute puis on vient vraiment dégager sous le bras, derrière le lac. Donc, pour le mouvement, oui, ça dégage, mais ça crée des pressions tout autour de ces zones-là qui bougent beaucoup. Guillaume Blais, Mike Davis. Ça crée aussi une espèce de petit sentiment de ma cage thoracique, parce qu'il faut la flotte, il faut qu'elle soit quand même serrée pour être efficace. Donc, la cage thoracique ne peut pas vraiment nécessairement faire là, son mouvement naturel quand on est à haut effort. Là, on sent qu'on est restreint un peu. Des fois, on va venir lousser la flotte un peu plus, mais on dirait que c'est jamais assez. Puis, quand c'est vraiment rendu assez lousse, bien, la flotte, elle ne sert plus à rien. Et pour ceux qui vont dire, ouais, mais on finit. C'est un détail, c'est pas grand-chose. Rappelez-vous des ceintures de sécurité en voiture. Oui. À partir du moment où on a imposé la ceinture de sécurité, ça a été long avant que tout le monde finisse par s'habituer. Et pourtant, ce n'est qu'une banale ceinture. Là, c'est l'équivalent de la ceinture avec un peu de foam à travers, un peu de mousse qui vient se coller au corps. Ça a beau être juste 2 bretelles. Dans tout ce que tu viens d'expliquer, ça fait une différence là aussi. Alors que ça, c'est Guy Rousseau qui est dans son embarcation. Les équipes qui, une après l'autre, là, vont pas mal tous embarquer sur l'eau. On est à 20 minutes d'avoir un départ pour ce qui est des C2. Fait qu'on va pouvoir repasser les Rabascas avant d'avoir notre départ de C2. Oui. Donc, vraiment parfait timing au niveau de l'organisation de la classique cette année pour ça. On va avoir eu du spectacle tout au long là, sans avoir trop de pauses. On peut voir que, tu sais, comme on disait, tout le monde a des flottes. C'est la seule course de la triple couronne qui oblige le port de flotte à un certain moment. Ah oui, hein? Il n'y en a pas au Michigan. Il n'y en a pas. Tu as besoin de les avoir dans l'embarcation, mais à part de ça, il n'y a pas vraiment de risque là, dans ces rivières-là non plus, aussi dangereuses que le rapide des Forges. Là. Hey, je veux saluer Christophe parce qu'on parlait des flottes, on parlait de l'irritation que ça causait. Et je salue le canotier Mathieu Saint-Pierre qui nous écoute en direct de la web diffusion, qui dit « Juste un chandail, ça irrite ». Mathieu qui était réputé pour souvent être très peu vêtu dans ses courses de canot. J'ai coursé avec Mathieu à la classique en 2013, puis... pas de chandail tout le long. Dans le temps, on avait encore le droit. Maintenant, c'est rendu un nouveau règlement à la classique. On doit avoir un chandail sur nous. Et c'est un autre règlement qui est unique à la classique. Toutes les autres courses permettent de finir sans chandail. Mais la classique, on se doit de garder un chandail. Donc, Mathieu, c'était pas populaire pour lui, les chandails. Non, Mathieu, on partait d'ici, ceux qui sont sur le boulevard, là, on partait du quai où est-ce qu'on fait présentement la web diffusion. Puis on n'était pas rendu là, à la résidence là, qui est au bout, le dernier quai qu'on voit passer la bouée, puis il enlevait déjà son chandail. Il avait déjà pris le bord. Peut-être le chandail, il avait bien l'intention de le garder pour se pratiquer. Rendu là, il n'y avait plus de chandail. On nous posait la question tantôt sur le live Facebook, Christophe, concernant les bourses à l'issue des 3 étapes. Je ne sais pas si tu connais les montants qui sont remis pour les bourses. Je ne les connais pas par cœur. Il y a des bourses qui sont remis. Je ne les connais pas par cœur non plus. Je les ai consultés. C'est des beaux gros montants. On peut compter sur les partenaires là, cette année. On voit vraiment que ça a fait une différence. Là. La nouvelle équipe savent que c'est des choses qui sont importantes pour attirer les canotiers. Alors que là, c'est Sarah Lessard, ça, et Adam Gélina qui vont
prendre place à l'intérieur de leur embarcation. Deuxième chez les mix, Sarah Lessard et On a Adam perdu du Gélina. temps au cumulatif, mais ça peut être une bonne journée pour eux, journée courte, journée rapide. On a beaucoup d'accélération dans cette embarcation-là, donc on s'attend là, à les voir essayer le tout pour le tout. Puis des fois, c'est ça qui est le plus dangereux, c'est une équipe qui n'a plus rien à perdre. Oui, 5 minutes qu'ils sont derrière Eve Chamberlain et Michael Schlemmer qui, de son côté, sont en tête dans les équipes mixtes. Donc, vous voyez le bateau 0-4, Adam Gélina et Sarah Lessard qui, au total, 10h22 minutes et 10 secondes leur temps cumulatif. Qui, eux, sont à peu près à 3h30 de leur triple couronne. Oui, oui, de leur côté, Sarah Lessard, elle, devrait se trouver là, en deuxième place chez les femmes au classement de la triple couronne derrière Eve Chamberlain. Vous avez du visuel en direct justement sur les premiers R9 si vous les regardez dans le parcours, alors qu'on reviendra sur les bourses tout à l'heure puisqu'on en parlait, mais on va se concentrer pour l'instant sur les R9. L'as du piano, Christophe qui arrive à mi-parcours déjà, le parcours du club de canotage de Shawinigan. Le parcours d'en haut, le parcours là, du premier bassin qu'on appelle aujourd'hui, donc on a le bassin 1 ici, le bassin 2 de Shawinigan à La Gabelle, puis le bassin 3 de La Gabelle à Trois-Rivières. Donc, sur le premier bassin ici, on a créé une très grosse avance. C'est extrêmement rare de voir des écarts comme ça. Puis, je dis comme ça, ils ont une méga avance sur le 2, mais le temps qu'ils ont mis sur Hockey Lemay et les restants du peloton, c'est ça que ça fait, là, faire 2 tours en haut. Quand ça va bien, c'est payant. Encore le grand coup pour l'as du piano. On vient vraiment étirer en souplesse. On garde la cadence légère, rapide et longue. En arrière, on voit encore l'asphalte qui ont la cadence vraiment là, à fond de train. On pousse l'eau dans le fond, on étire un peu moins, on est plus en puissance. Alors qu'on a un peu plus loin derrière, Hockey Lemay qui semble faire un peloton avec Clinique Stratégie Santé qui se trouve être l'embarcation bleue qui est derrière les chandails rouges et blancs que vous voyez d'Hockey Lemay et les chandails jaune, vert, fluo. Ça, c'est Construction Éric Bonenfant qui semble se consolider en 5e position depuis le début de cette 3e et dernière étape de la classique de canot. Et là, où va se trouver Waterloo à travers tout ça? Les démons qui ont raté la bouée, on l'avait montré tout à l'heure et on l'a vu sur les images, auront-ils été en mesure de reprendre un peu justement ce temps qui était perdu? Visiblement, ça semble difficile parce que vous avez en 6e position le groupe Mako qui s'y trouve. Vous avez en 7e le Drakkar de Beauce, en 8e place les démons de Waterloo. Et on vient clore derrière tout ça le club de canotage de Beauce. Donc Waterloo qui, en termes de position, n'a pas été en mesure de reprendre le dessus. Alors qu'on va voir les premiers Rabasca qui vont venir virer la bouée devant nous. Sur notre moniteur, on peut assister à un changement là, de position dans le bateau. On est rendu au banc numéro 3 qui change maintenant et on va voir le banc numéro 4 effectuer son changement. Il n'y a aucun changement presque sur la vitesse. C'est une équipe là, qui est réglée au quart de tour. La bouée rouge qui se trouve derrière nous, Christophe, on doit aller la prendre à l'intérieur, cette bouée-là. Je crois pas qu'à gauche, à droite, c'est nécessaire. Là. Je pense pas un repère... Je suis pas certain sur le plan. Je pense pas qu'elle est là. C'est peut-être un pour le sprint. Parce qu'aujourd'hui, on a des sprints. Là. Je pense que là, il y a un sprint qui se terminait à cette bouée-là. Je comprends. Non, parce que les bouées... OK, non, je comprends ce que c'est une bouée de ravitaillement, repère visuel. Parce que les bouées à tourner, c'est les bouées oranges qui se trouvent exactement. aux deux bouts. Là. Je pense qu'il fallait passer peut-être à l'extérieur ce tour-ci, puis l'autre en avant, on n'avait pas vraiment de restrictions. Je suis pas certain. Donc, au l'asphalte, qui effectue aussi un changement devant nous, pendant qu'on a encore des images de Hockey Lemay, de l'as du piano, là, qui font leurs petites choses tranquilles. Ils sont partis, puis... mais eux, là... Jérémy regarde en arrière, il devrait regarder en avant. Jérémy, t'es correct. Non, mais c'est aussi ça, parce que j'imagine que tu veux pas finir par t'asseoir sur un rythme et être surpris tout d'un coup, l'équipe qui est derrière toi se soit rapprochée sans que tu l'aies vu passer nécessairement. Ben, écoute, si avec la cadence que l'asphalte est en train de démontrer, ils sont pas capables de se rapprocher de l'as avec la cadence que l'as a là,
suis pas vraiment inquiet là, pour l'As. Il ne devrait pas se faire rapprocher. Non, non, non. Ça devrait bien aller, mais je pense qu'on y réfléchit de temps à autre de s'endormir en étant confortable comme ça. Là. Mais dans le bateau, il y a assez Il y a assez de d'expérience. rameurs allumés là, qui doivent se garder assez allumés. Hockey Lemay qui est toujours en 3e position, tout juste devant Clinique Stratégie Santé. Clinique Stratégie Santé qui semble se dire on va essayer de rester le plus longtemps possible avec Hockey Lemay parce que Clinique Stratégie Santé, ça n'a pas été une journée qui était aussi facile qu'on l'aurait souhaité hier. Je pense qu'on va vouloir en profiter pour aller chercher ce temps précieux. Là. CSS bien installé dans l'aspiration de Hockey Lemay. Hockey Lemay qui fait le boulot. Le sale boulot pour CSS, qu'eux, ils sont en train de venir mettre du temps sur Construction Éric Bonenfant. Eux qui ont battu CSS aux deux premières étapes sur l'eau, mais pas autant. Non, c'est ça, exact. Et on en a parlé tantôt de la pénalité à Construction Éric Bonenfant lors de la première étape, ce qui leur a fait mal. Groupe Mako, donc, qui se trouve maintenant en 6e position. Pour ce qui est du groupe Mako, hier, 9e, ça a été la journée la plus difficile pour le groupe Mako en 7e position. On voit là, les C2 qui se réchauffent, là, ceux qui sont sur le boulevard, on voit les C2 qui se réchauffent à travers les vagues des Rabasca. Les Canadiens qui, eux, ont leur départ là, très bientôt. Waterloo, Christophe, qui se rapproche beaucoup là, du Drakkar de Beauce. Donc, de leur côté, prochaine étape, ça va être de passer en avant et d'aller chercher... Et là, on voit la ligne que je parlais tantôt, oui, là, la ligne la plus directe. On prend ça, on s'enfile directement à la bouée. Waterloo qui remonte bien, Waterloo qui remonte très bien. On prend plus large pour s'assurer de conserver la vague et d'être en mesure de garder un peu d'énergie. Je me souviens tantôt Waterloo qui était plus loin de ça du Drakkar de Beauce, là, donc on a fait une bonne remontée. Là. Oui, alors qu'on était beaucoup plus proche de la 9e position plus tôt ce matin du club de canotage de Beauce, l'embarcation verte qui vient fermer la marche. Alors, c'était la dernière fois qu'on les voyait, les équipages de R9, alors qu'eux vont se diriger tout droit vers le portage de la Belgo. Donc, de leur côté, c'est leur dernier moment où on les voit justement ici. Là, on nous demande si on va voir les portages de la Belgo, de la Gabelle. Vous êtes nombreux à nous poser la question en direct du live sur le Facebook de la Classique. Mon conseil, ça serait d'aller voir sur la page communauté de l'Association des coureurs en canot du Québec. Il y a probablement des gens qui vont faire des diffusions live, mais nous ne serons pas là pour la web diffusion. Nous ne serons pas en direct, mais par contre... On va avoir des images par après. Exact. Au moment où on va se retrouver à l'île Saint-Quentin, probablement de nouveau en direct autour de 13h30, parce qu'on attend les premiers à 13h45, donc 13h30, nous serons de retour en direct et on aura à ce moment-là l'opportunité de vous les présenter, ces images-là, parce qu'il y en a qui seront sur place. Donc en direct, non, mais on va vous les présenter par la suite. On vous invite d'ailleurs, si vous êtes avec nous sur le boulevard du Capitaine et que vous êtes dans vos premières expériences, à partir du moment où vous allez voir les C2 qui vont décoller, qui auront fait leur tour de bouée, vous pouvez vous diriger vers la Gabelle. Moi, c'était mon endroit de prédilection, la Gabelle pour aller voir le portage. Et là, si tu perds pas trop de temps à la Gabelle, après ça, tu as le temps d'aller à l'île Saint-Quentin. Là, tu peux exister à la grosse cérémonie. La fin, là, c'est vraiment la fin sur l'île Saint-Quentin. C'était une expérience là, incroyable, les pieds dans le sable avec la vue sur le fleuve, l'embouchure du Saint-Maurice, puis juste l'émotion là, qui se dégage parce que c'est plein de gens qui viennent juste de relever un défi énorme, donc ça se sent dans l'air. Oui, exactement. Il rappelle de vous garder un peu de change. Le petit change qui traîne dans le fond de la voiture, gardez-le pas trop loin pour l'entrée à l'île Saint-Quentin. Le passage qui est de 7 $ pour le stationnement. Gratuit, évidemment, pour les ravitailleurs qui, eux, ont leur vignette, exactement. Mais sinon, pour les autres, gardez-vous le vieux change qui traîne dans le fond de la voiture. Là, ça va être le temps, justement, de sortir ça pour l'entrée à l'île Saint-Quentin. 13h45, les premiers R9 qui devraient faire leur arrivée de leur côté. Pendant qu'on a des images ici là, du canot de canotage Beauce, qui devraient être probablement les dernières images des R9 qu'on va avoir jusqu'à notre prochaine fois qu'on va se revoir en ondes. Parce que là, les Canadiens sont tous dans la zone là, de départ. Là, on fait les dernières quelques accélérations. On replace la short, on replace le chandail, on zippe la flotte,
change la calotte de bord. Beaucoup de Canadiens partent la calotte par en arrière. Là, Ah oui, hein? Aujourd'hui, le soleil, je sais pas comment, mais des fois, on voit ça, là, ils se mettent en mode aérodynamique. Lunettes de soleil ou pas de lunettes de soleil? Moi, j'adore les lunettes de soleil. Surtout cette année, j'étais de retour à l'arrière du canot. Donc, pour regarder souvent en avant, c'est toi qui s'occupe un peu plus du contrôle. Là, c'était à l'arrière de l'embarcation. Donc, j'aime bien les lunettes de soleil. Et là, il est actuellement 11h51, ce qui fait en sorte que dans précisément 7 minutes, on aura le lancement des hymnes nationaux qui vont culminer par la suite avec le coup de canon qui sera donné par la députée fédérale de Trois-Rivières, Caroline Desrochers. Et donc, on aura un départ qui va être donné dans un peu moins de 8 minutes sur le coup de midi, bien précisément, pour le départ des C2. Ça, ce sera très intéressant à surveiller comme course. On a beaucoup parlé des R9 avec raison, puisqu'on y était. Alors que du côté des C2 maintenant, qu'est-ce qu'on va surveiller au départ tantôt? Quelles seront les luttes intéressantes et dignes de mention? Évidemment, celle pour la première place. C'est un incontournable. Ça retient l'attention depuis le début de cette classique internationale de canot, la lutte entre Mike Davis, Guillaume Blais dans le bateau 2 et Travis Mecklenburg et Weston Willoughby dans le bateau 25. Ils ont pour l'instant 5 secondes de différence, ce qui fait en sorte que on ne peut pas se contenter d'une victoire seulement pour Travis Mecklenburg et Weston Willoughby. S'ils veulent passer devant Blais et Davis, ils doivent avoir la victoire avec 6 secondes d'écart pour être en mesure de passer en première position. C'est pas impossible. C'est tout à fait faisable. Ils vont devoir travailler fort, mais c'est possible. C'est possible. On parle des vainqueurs du Michigan contre les vainqueurs de New York. Donc, on a des grosses équipes. J'ai parlé un peu avec Mike Guillaume, ça avait l'air à bien aller. Tantôt, j'ai vu Weston et Travis qui sont venus. Il est venu voir sur le bord là, de la web diffusion. Les deux avaient des sourires, les deux avaient l'air d'être... ça marchait pas trop croche, ça avait l'air d'être encore très solide sur leurs pattes. Ils ont rien à perdre. Moi, il n'y a rien de plus dangereux qu'une équipe qui n'a rien à perdre. En ce moment, il y a à perdre la classique. Donc, on va vraiment avoir là, une grosse compétition pour eux. On a une grosse compétition aussi au niveau de Renaud Flageol, Vincent Desilets, qui doivent hier, ça s'est passé. Maintenant, Renaud est chassé par Eve et Mike. Oui. Est-ce que Eve et Mike vont stopper leur ascension là, du cumulatif en 7e ou ils vont aller essayer d'aller en rechercher sur Renaud? Mike et Eve, ils ont fait souvent le rapide. Dane, comment Dane Trojan va réagir à sa première descente du rapide? Comment il va être capable de gérer ça? Ça va être à suivre, ça va être une belle lutte dans ces positions-là. Dans ces positions-là, tu as raison que ce sera très intéressant parce que quand tu regardes Mike Schlemmer, Eve Chamberlain et Renaud Flageol, Dane Trojan, on a 2 minutes de différence entre les deux. Ça, c'est pour la position 6 et 7. Mais quand on va à la position 4 et 5, Danny Medina, Pierre-Olivier Kennel qui font équipe dans le 6 et Christian Charette et Vincent Bellemare qui, eux, font équipe dans le 27. On se trouve à avoir entre les deux 30 secondes de différence. Et ouais, c'est serré, là. Ben, c'est ça. Là, on va voir là, comment que ça va se passer pour Danny. Danny est super bon dans le rapide en général. Je pense qu'il a eu le temps d'aller le pratiquer avec PO, je pense. Intéressant. Donc, si c'est ça, j'ai bien confiance en eux. Sinon, Christian et Vincent l'ont fait plusieurs fois. Je pense qu'ils ne seront pas capables de tenir ça. Mais à suivre, Danny et PO, s'ils l'ont fait, sont vraiment dangereux. D'habitude, Danny finit toujours fort ses 3e journées. PO aussi, il est bon là, quand c'est court. Là. Donc, j'ai bien confiance en eux. Sarah et Adam, eux, qui vont devoir là, vraiment là, tout donner aujourd'hui pour essayer de challenger la première position au mix. Oui, aller chercher ces 5 minutes qu'ils accusent de retard par rapport à Mike Schlemmer, Eve Chamberlain. Eve Chamberlain qui se trouve en position très intéressante pour aller remporter justement la triple couronne chez les femmes devant Sarah Lessard. Chez les hommes, et on en parlait tantôt, mais Weston Willoughby et Travis Mecklenburg qui se retrouvent en position de favoris pour aller remporter cette triple couronne. Guillaume Blais et Mike Davis qui ont 3 points de retard par rapport à eux. Donc, ce qui fait en sorte qu'à moins d'une catastrophe, Blais et Davis ne seront pas en mesure de se rapprocher de Willoughby et Mecklenburg. Au classement de la triple couronne. Non, c'est ça, exactement. On a Rebecca Barton Davis et Cecily Boogie qui, eux, font une classique fantastique hier, qui ont fini sur un sprint contre le 33 de Kevin Girard-Baron et Olivier Milot. J'ai parlé avec Rebecca par message un peu hier soir.
Elle me disait qu'ils ont eu une super de bonne journée, qu'ils sont contentes, que ça va bien, puis que là, aujourd'hui, là, ils misaient beaucoup là, sur leur expérience au rapide pour essayer peut-être de se démarquer des équipes de gars autour d'eux autres qui ont peut-être un peu moins d'expérience. Donc, une grosse étape pour eux autres qu'on attend, là. Puisqu'on parlait du classement, justement, de la triple couronne, celui qui devrait normalement terminer en 5e position de cette triple couronne et, à la distinction des autres, il terminera seul en 5e position parce que dans le cas de Mecklenburg, Willoughby vont terminer tous les deux en première place. Dans le cas de Blake Davis, devraient terminer tous les deux aussi en 2e position. Mais donc, ça amène par la suite à la 3e, mais techniquement 5e place, qui devrait appartenir à Louis-Simon Pruneau, qui, en compagnie hier de Serge Pagé, a connu une excellente 2e étape. La première, elle avait été excellente aussi, sauf que malheureusement, un petit bémol au départ. Il y a eu les problèmes de départ et ce qui m'amène aussi à vouloir te parler du départ qui va être donné. On aura les hymnes nationaux qui seront comptabilisés et qui prendront effet très, très prochainement. Mais ce sera important de ne pas lâcher le câble trop rapidement pour le départ et s'assurer d'attendre le coup de canon. Pendant que sur la web diffusion, si on peut revenir en direct sur la ligne de départ, parce qu'on aura ça d'une seconde à l'autre avec le départ justement des hymnes nationaux. Pour ceux qui sont là sur le boulevard du Capitaine Joe Veilleux, vous allez le voir. On donne le départ avec l'hymne national et lorsque ça se termine, on a le coup de canon. On sera en mesure de décoller tout ça. On va avoir encore une fois un départ avec le coup de canon donné par le 62e régiment d'artillerie de campagne de Shawinigan, unité de réserve des Forces armées canadiennes, qui fait partie du 35e groupe brigade du Canada. Exact. On les remercie d'ailleurs. On les remercie beaucoup d'être avec nous comme ça. Pour les hymnes nationaux qui débutent, à l'instant même, le départ suivra pour la 3e étape. International de canot. Coupez la musique. Un, deux. Wow, voilà, c'est parti pour la 3e et dernière étape de la classique internationale de canot de la Mauricie. On a eu le coup de canon pour le départ. Alors, qui va réussir à bien se placer? Qui va réussir à être en position intéressante pour ce départ qui était un peu confus, soyons honnêtes. Je ne suis pas certain que c'était le départ idéal pour tout le monde dans les circonstances que l'on connaît, parce que c'était pas vraiment le départ techniquement qui était souhaité. Cela dit, en première position, pour l'instant, on retrouve le 17 de Vincent Desilets et Joël Lamontagne. Pas très loin derrière, le 67 de Serge Pagé et Louis-Simon Pruneau. Le 2 également de Guillaume Blais et Mike Davis qui reprend du poil de la bête. Où est le 25 par rapport à tout ça? On est là en arrière, le Weston chandail jaune, Travis chandail gris avec la flotte orange. On est dans l'aspiration de Guillaume, on n'est pas en danger. On n'est pas loin. On n'est pas super bien placé, mais ça devrait tout se positionner là, après la bouée derrière la descente à bateau.
Gros départ de Vincent et Joël. Joël Lamontagne, eux qui ont eu une étape plus difficile hier, j'ai parlé avec eux et on a eu une petite faiblesse au niveau d'équipe à un moment. Un des deux partenaires filait moins bien. Donc c'est ce qui a causé là, la descente là, au niveau du classement général. Et ce qui n'est pas évident non plus, Christophe, c'est que ça a été un peu confus d'avoir ce départ avec les hymnes nationaux, le coup de canon. J'ai l'impression qu'il y en a quelques-uns qui se sont un peu été déstabilisés. Avec... Ben, écoute, c'est sûr que personne n'a pu l'anticiper. La chose est sûre. Personne n'a pu l'anticiper ce départ. Le coup de canon était à midi. Lui, il était à l'heure. Il était à midi. Donc, parce que c'est nous qui avons jasé trop longtemps avant les hymnes nationaux, possiblement. Oui, on va dire ça comme ça. On a les Canadiens qui vont compléter également des boucles sur le bassin A avant d'aller, le bassin 1 avant d'aller sur le bassin 2 et de se rendre après ça, après la Gabelle, jusqu'à Trois-Rivières. On voit déjà que ça l'étire un peu à l'avant comparé à lorsqu'ils sont passés devant nous. Tout le monde va tomber un peu plus en mode dans leur position respective. Là. On a les canots en avant qui semblent être un groupe de 4 embarcations. Si on se fie à ce qu'on avait tout à l'heure, est-ce que Desilets et la Montagne ont réussi à s'accrocher pour aller suivre Blais Davis, Mecklenburg, Will Bouty et Pruneau Paché? Parce qu'ils étaient bien placés là, au départ, dans le cas de Vincent Desilets et Joël Lamontagne. À vrai dire, ils étaient en avant. C'est eux qui ont réussi à prendre la tête avec ce départ-là. Là. Bien, ils ont beaucoup de vitesse comme ça là, sur le plat, là, comme on va dire, là, dans des conditions un peu plus de lac, pas de courant, pas de vague, pas rien. Ils ont beaucoup de vitesse pure. Puis eux, ils n'ont pas rien à perdre en ce moment. Ils ont une possibilité d'aller rechercher la 6e. S'ils ont une bonne journée puis ils s'accrochent avec le groupe de tête, ils peuvent aller rechercher la 6e position. C'est possible, mais il va falloir qu'ils fassent le sale travail pour le groupe de tête. Créer une échappée, d'initier l'échappée, puis après ça, il va falloir qu'ils aillent raider et participer durant l'échappée afin de maintenir et de consolider leur distance là, sur les équipes là, qui sont présentement 6-7. Puis, ou sinon, ils ne seront pas capables. Mais s'ils participent à ça jusqu'à la Gabelle, puis sont capables de s'accrocher avec le groupe jusqu'à la Gabelle, moi, je pense que ça va être mission accomplie. On va revenir chercher la 6e position. La 7e position, on pourra le faire. 7e position, ça va se faire, Christophe. On a 1 minute de retard par rapport à Mike Schlemmer et Eve Chamberlain. Mais dans le cas de Renaud Flageol et Dane Trojan, qui se trouvent en 6e place, on a 8 minutes de différence. C'est la 3e étape. S'ils accrochent à la Gabelle aussi, c'est faisable. Oui. S'ils accrochent à la Gabelle aussi. S'ils perdent le peloton à la Gabelle, on ne souhaite pas de malheur à personne. Ça prendra un malheur pour Dane Flageol pour perdre cette position-là. Mais si Vincent sont capables de rester accrochés, j'étais allé pratiquer le rapide avec eux la semaine passée. Ils restaient avec Guillaume et Louis-Simon. Donc, ça peut faire des temps rapides. Ça peut rester avec eux. Puis souvent, on a vu ça des pelotons qui descendent jusqu'à Trois-Rivières ensemble. Oui. Fait que, si tu n'es pas accroché dans le peloton de tête, c'est difficile de revenir quand tu as tous les gros canons en plus à la fin qui vont commencer à préparer les sprints. Le défi, il est qu'à la 3e étape, c'est une trentaine de kilomètres et donc un rythme qui est beaucoup plus soutenu et des temps qui sont beaucoup plus vite. Ce qui fait en sorte que, oui, tu as des surprises, parce que tu en as qui décident d'ouvrir la machine, que pour eux autres, c'est plus simple de le faire. Sauf que aller chercher des temps comme 8-10 minutes sur 30 km, beaucoup plus difficile de le faire là que de le faire sur 80 ou 70 km. Oui, pour cet aspect-là, mais quand on regarde plus profondément, il y a tellement de pièges. Absolument. Que ça peut compenser. Tu tombes dans un piège, tu prends la mauvaise embranchement dans un rapide. Ça déboule vite, là. Ça peut, c'est ça, c'est que oui, ça peut être très payant. Oui, on peut dégager beaucoup de vitesse, mais on peut se faire pogner, par exemple. Puis, le gap peut être aussi exponentiel de l'autre côté. Absolument, tu as tout à fait raison. Et c'est pour ça que les positions 1 et 2 vont rester très, très proches. Soyez-en certains du début jusqu'à la fin. Parce que dans le cas... Ils sont capables, parce que là, ça va brasser. Là, on a des tours à faire sur le bassin 1. Puis souvent, c'est des équipes comme Vincent Desilets qui, eux, ils n'ont plus rien à perdre, qui ont beaucoup de vitesse, qui ont été peut-être moins présentes dans le top de peloton. Mais Mike, Guillaume, ils n'auront pas l'intention d'aller tirer. Travis, eux autres, ils veulent juste se coller sur Mike et Guillaume. Louis-Simon ont peut-être avantage à essayer d'aller travailler fort pour créer des opportunités, de se séparer de
de Travis, s'il sépare Travis et Mike et Guillaume, peut travailler avec Mike et Guillaume pour que Mike et Guillaume consolident la première, puis qu'eux autres puissent venir chercher la deuxième. Ça peut être des alliances qu'on voit. Puis au même titre que Travis, lui, peut essayer de venir dire à l'équipe en 4e position, Vincent, ou à PO ou Danny, « Hey, les gars, on travaille ensemble, on vous aide. » Donc, c'est des jeux d'alliance la classique, c'est très intéressant. C'est qu'hier, ils ont eu du temps pour se parler. Là. Oui. Oui. Des choses qui sont pas... Ça, c'est une vraie chose dans le monde du canot et de la classique. Ça se jase. Des alliances. Oui. Par rapport à des objectifs qui peuvent être communs. Exactement. C'est ça. Des fois, l'ennemi de ton... Le meilleur ami de... C'est quoi l'ennemi de ton ennemi? C'est ton ami. L'ennemi de ton ennemi est ton ami, et voilà. Bienvenue à la classique. C'est ça. On a des images de l'As du piano Broadway Microbrasserie qui débarquent là, au portage. De la belle go. Yes. Oh, c'est intéressant, ça. Donc, on voit Francis Trudel qui est à la roue, qui installe le bungee. Hier, on parlait des bungees puis de comment il fait pour rester. On a vu Francis prendre l'élastique et venir le clipper dans le rabasca. Donc, ça vient créer une pression vers le bas, ce qui crée, qui garde l'embarcation bien assis dans son buggy. Et ce qui permet d'éviter de l'échapper. Et c'est ce qu'on se parlait tantôt, puis on en parlait hier aussi dans la diffusion, des équipes qui l'ont échappé dans le portage, littéralement. Ça, tu veux pas que ça arrive. Non, puis historiquement, quand tu as à perdre ton rabasca, c'est ils s'en vont là. C'est exactement dans la côte, là, en descendant, passer la voie ferrée à Espace Shawinigan. S'il est arrivé un pépin, c'est là que ça l'arrive, puis c'est pas des bonnes conditions pour que ça l'arrive. L'asphalte que vous avez vu, donc, qui arrive en 2e position au portage, toujours bien positionné dans le cas de l'asphalte, pas très loin derrière non plus les participants de l'As du piano. Alors que là, c'est Hockey Lemay que vous apercevez sur les images de leur côté en 3e place. Hein? On semble s'être rapproché ou peut-être... OK, non, c'est ça. OK, on a... Parce que là, on a comme des images d'Hockey Lemay qui sont déjà en train de descendre. Donc, c'est la côte qu'on parlait qui descend. Là. Vous voyez le petit gravier, sable avec les rizières. C'est vraiment pas évident. Clinique Stratégie Santé qui se trouve derrière, effectivement. 4e position de leur côté. On fait très, très bien depuis le début de cette 3e étape. Vous l'avez vu, là, la petite corde de bungee qui était là. Exactement. Puis on a aussi une corde d'habitude qui est tenue par un des canatiers qui est vers l'arrière du bateau, que lui, c'est une corde qui est reliée au chariot parce qu'on veut pas que le chariot, parce que le chariot est en métal aussi. Que lui non plus, il décide de partir. On essaie d'avoir... Ils ont des normes de sécurité pour essayer de rendre ça sécuritaire parce qu'il est arrivé des accidents dans le passé. Puis je pense qu'il n'y a jamais eu de gros accidents ou de grosses blessures, mais justement, ils ont trouvé des manières de faire avant que ça l'arrive. Donc, ça, c'est la dernière équipe à sortir son bateau. On a une blessure. Canotage Beauce. Oh! Est-ce qu'on a une blessure au niveau du pied? Ça, c'est pas évident. C'est les risques. Je ne sais pas s'il y a le pied qui a passé dans la roue, peut-être. Puis là, tout le monde doit compléter la course. Il n'y a pas de Il n'y a pas de changement en bas, là, mais je pense qu'ultimement, si on a une blessure, je ne sais pas dans les règles si on peut avoir un canotier de moins. On peut certainement pas avoir un canotier de plus. Non. Mais si on n'enlève pas une femme dans l'équipe, je ne sais pas si ça changerait de quoi. Ouais, je comprends. Je ne sais pas si Est-ce qu'on a le enlève droit de un courir gars. à 8 pendant un certain temps? On enlève un gars, il n'y a pas de règle sur le nombre minimum de gars dans l'embarcation. Je ne sais pas s'il y a une règle minimum de nombre de rameurs, parce que c'est clairement pas un avantage d'enlever un canotier. Je ne le sais pas. Clair. Ça serait à voir. Puis, oui, on peut, Martin, on peut en faire à 8. Non, c'est 9 absolument. C'est 9 absolument. On ne pourrait même pas perdre. Il faudrait qu'il embarque et qu'il soit blessé. Oui, c'est ce que. Blessé sans ramer. On remercie le président organisateur de la Classique, Martin Saint-Laurent, qui est président aussi de l'Association des coureurs en Rabasca du Québec. Il connaît tout le code d'éthique. Il connaît les règles. Exact. Donc, c'est 9 personnes qui se trouvent dans le Rabasca et 4 femmes nécessairement. Alors, à 12h10, je vous remercie d'être avec nous en direct de cette diffusion pour la 3e et dernière étape Hydro-Québec de la Classique internationale de canot de la Mauricie. Là-dessus, je vous souhaite une excellente 3e étape. On se revoit du côté de l'île Saint-Quentin pour l'arrivée des premiers R9. En mon nom, Alexis Sanson et celui de Christophe, on vous dit bonne journée, à tantôt.